Les habitants de Caracas ont donc été brutalement réveillés au cœur de la nuit par des frappes américaines. Puis quelques heures plus tard, Donald Trump, qui était resté silencieux étonnamment, a confirmé que les forces spéciales américaines avaient capturé le président Nicolas Maduro ainsi que son épouse. Alors nous ne savons pas où il se trouve au moment où nous parlons. La vice-présidente vénézuélienne exige des preuves de vie. Le président américain a annoncé donc une conférence de presse à 17 heures heure de Paris que nous suivrons bien évidemment sur notre antenne, puisque ces développements au Venezuela sont d'ampleur. Il s'agit non seulement de frappes américaines sur un pays étranger sans autorisation internationale, mais de la capture d'un dirigeant étranger, Nicolas Maduro, et de son épouse. Une intervention qui pose des questions de légalité, de légitimité. On en parlera avec Gauthier Rybinski et Eduardo Rios. Mais avant cela, revenons en images avec Axel Simon sur cette nuit qui a fait basculer le régime Maduro. De fortes explosions, des survols de missiles, d'avions et d'hélicoptères au-dessus de Caracas, et quelques minutes plus tard, des colonnes de fumée au-dessus de la capitale vénézuélienne. Les habitants de la région de Caracas ont été réveillés en pleine nuit par une série de frappes américaines. Donald Trump avait promis ces dernières semaines de mener des opérations terrestres dans le pays. Samedi, la Maison-Blanche confirmait une attaque de grande envergure et affirmait avoir capturé et exfiltré le président vénézuélien et son épouse. Depuis quelques semaines, Donald Trump promettait que les jours de Nicolas Maduro à la tête du pays étaient comptés. À Caracas, les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une très grave agression militaire, décrété l'état d'urgence et appelé à la mobilisation. La vice-présidente a annoncé maintenir le plan stratégique de défense du pays. Le ministère de la Défense a promis, lui, le déploiement massif de tous les moyens militaires du pays. Sur l'ensemble du territoire, nous déploierons massivement toutes nos capacités militaires d'ordre terrestre, aérienne, navale, fluviale, ainsi que nos missiles pour une défense intégrale. Depuis la fin du mois d'août, l'armée américaine avait mené plus d'une trentaine de frappes contre des embarcations impliquées selon elle dans des opérations de narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes au nom de la lutte antidrogue menée par Washington. Les États-Unis avaient considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, avec notamment un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse stationnés dans les Caraïbes. Samedi, le numéro 2 du département d'État américain a déclaré que le Venezuela était désormais à l'aube d'une nouvelle ère après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro. Et nous prolongeons notre réflexion avec Eduardo Rios, docteur en sciences politiques à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste du Venezuela. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Gauthier Rybinski nous accompagne aussi sur ce plateau. Nous suivons ces développements au Venezuela depuis plusieurs heures maintenant. C'est vrai qu'on assiste, Eduardo Rios, à un tournant. Cette opération militaire américaine soulève de très nombreuses questions, celle de la légalité, on va en parler, celle de sa capacité à faire tomber un régime parce qu'elle considère qu'il faut le faire tomber. Pourquoi fallait-il faire tomber ce régime Maduro pour Donald Trump, selon vous? Alors, première chose, il faut établir le fait que c'est le moment politique le plus important du Venezuela sur les 12 dernières années, sinon sur les 20 dernières années. Du coup, c'est important de le voir dans son importance capitale. Peu importe si on est pour ou contre, c'est important de voir que maintenant, c'est un mouvement qui va changer les choses et on peut analyser pourquoi et comment ça va changer les choses. Pourquoi il fallait faire tomber Maduro? Il y a à nouveau deux éléments qui sont en compétition. La première, c'est que Trump a une coalition qui repose sur le vote hispanique aux États-Unis et il fallait leur lancer quelque chose. Une attaque contre le Venezuela résolvait ce problème. Ça, c'est la raison pour laquelle, la raison logique pour ça. Derrière ça, il y a évidemment toute la force avec laquelle Trump s'est prise à la politique migratoire et ça, des actions comme celle qu'il vient de prendre au Venezuela permettent un peu de contrecarrer l'effet que la politique migratoire a sur la population latino. Le deuxième, c'est que
est que Maduro a perdu les élections l'année dernière et contre Edmundo González Urrutia et Trump a fait une campagne de pression qui a abouti à une campagne de pression militaire. Je pense que c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Quelles sont les positions morales à avoir sur ça? Je laisse aux gens leur appréciation. Mais pourquoi c'est ça? C'est cette double... C'est de mélange de politique interne et particulièrement autour de la population latino aux États-Unis, au Texas et en Floride. Et d'autre part, la politique d'augmentation de pression contre Maduro diplomatique et militaire qui maintenant aboutit à une action militaire qui a chamboulé la politique vénézuélienne comme on ne l'avait pas vu depuis les derniers 20 ans. Effectivement, hein, on ne cesse de le rappeler, il y a eu ces frappes américaines sur Caracas, mais aussi d'autres régions du Venezuela. Les forces spéciales qui sont allées chercher le président Maduro, son épouse, qui les ont capturés, qui les ont pris, qui les ont sortis du pays. On ne sait pas où ils se trouvent à l'heure actuelle. La vice-présidente demande des preuves de vie, bien évidemment. La vice-présidente qui demande aussi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'on va en parler dans un instant. Cette opération pose des questions de légalité. Mais avant cela, vous restez avec nous. Eduardo Rios, on va retrouver notre correspondante à Caracas, Alice Campagnol. Alice, on a suivi avec vous ces frappes américaines, l'annonce de cette capture en direct, on l'a vécu avec vous, du président Nicolas Maduro par Donald Trump. Vous nous parliez au moment de l'annonce de cette capture de scènes de liesse de la part des Vénézuéliens à Caracas où vous vous trouvez. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a une joie qui s'exprime ou est-ce que c'est malgré tout la retenue qui prédomine? Non, pour le moment, à part quelques cris de joie que j'ai entendus au moment de l'annonce de Donald Trump sur les réseaux sociaux, pour le moment, tout est extrêmement calme. Je le rappelle, il est encore tôt ici et les rues sont vides. Je pense que désormais, c'est l'inquiétude qui règne ici. Finalement, après ces détonations, après cette nuit extrêmement complexe, je crois que la ville se réveille un peu abrutie. Tout le monde se questionne, que va-t-il se passer aujourd'hui? Comment va s'organiser la succession de Nicolas Maduro? Et va-t-il y avoir finalement un déploiement militaire sur l'ensemble du territoire, ce qu'avait annoncé le ministre de la Défense? Donc aujourd'hui, les Vénézuéliens, je pense, sont dans la retenue, comme vous le disiez, et attendent de voir comment va se dérouler la journée. Nicolas Maduro craignait cette issue. Donald Trump avait été sans ambiguïté dans ses déclarations. Il s'y était préparé. Oui, il semblerait qu'il avait renforcé ses mesures de sécurité ces derniers mois avec une nouvelle équipe d'hommes à ses côtés. Il semblerait également qu'il changeait régulièrement de téléphone, qu'il changeait d'endroit où il dormait. Et pourtant, ça n'a pas suffi, selon toute vraisemblance, puisque il a été capturé aujourd'hui. Mais oui, Nicolas Maduro, même si en public, finalement, il continuait d'être très à l'aise, de danser, d'apparaître en public, on sentait beaucoup de pression sur ce gouvernement vénézuélien depuis des semaines, car Donald Trump n'arrêtait pas de lancer ses menaces. Il y a eu des déclarations américaines qui indiquaient qu'il va falloir qu'il réponde, qu'il s'exprime devant la justice, Nicolas Maduro. Alors, on le disait, il y a beaucoup de questions qui sont posées actuellement. Quelle justice? Où va-t-il être exfiltré? On ne sait pas s'il est parti vers les États-Unis ou ailleurs. Vous nous disiez qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées avec ce déploiement et ces frappes américaines. Les autorités vénézuéliennes ont déclaré l'état d'urgence, ont annoncé un déploiement massif de tous les moyens militaires, mais est-ce qu'on sait jusqu'où le pays était prêt en envisageant une riposte? Il semblerait qu'une riposte soit un peu inconcevable, étant donné la disproportion des forces aujourd'hui, même si le Venezuela est un pays militaire, évidemment, son budget n'atteint absolument pas le budget américain. Donc aujourd'hui, on ne peut pas envisager une riposte, mais on peut envisager peut-être une mobilisation au niveau du pays pour éviter peut-être que l'opposition ne se lève contre les partisans
du gouvernement et de Nicolás Maduro, puisque c'est toujours finalement la vice-présidente apparemment qui va prendre le pouvoir désormais. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a indiqué que les frappes étaient terminées. Selon le ministère de la Défense vénézuélien, il n'y a pas de déploiement américain au sol. Vous évoquiez la question de la succession. C'est vrai qu'on comprend que cet épisode armé est terminé. Donald Trump va s'exprimer à 17h lors d'une conférence de presse. On en saura peut-être plus sur quelles étaient ses intentions. Mais cette succession, comment est-ce qu'elle se prépare? Est-ce que déjà des opposants s'expriment? Ou est-ce qu'on sent... Alors, on est dans les premières heures qui suivent ce choc, cette arrestation de Nicolás Maduro, mais est-ce que déjà cette opposition est capable de se mobiliser? Eh bien, écoutez, la dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, désormais prix Nobel de la paix, avait annoncé qu'elle avait un plan pour les premières heures et les premiers jours après la chute de Nicolás Maduro, car je le rappelle, elle a longtemps appelé de ses voeux une intervention étrangère et elle a beaucoup annoncé que ça y est, Nicolás Maduro allait tomber. Donc, elle a affirmé avoir un plan, sauf qu'aujourd'hui, on a du mal à envisager, à imaginer comment est-ce qu'elle pourrait réellement prendre le pouvoir. Je le rappelle, elle n'a pas été élue à la tête du Venezuela. Donc, et puis actuellement, elle vit en dehors du pays, tout comme Edmundo González, le candidat qu'elle a promu. Et l'opposition ici a été très touché par la répression. Donc, c'est une opposition assez mal organisée. On a du mal à imaginer, donc, comme je vous le disais, une opposition qui puisse prendre la tête du pays aujourd'hui. Alice Campagnol, vous êtes notre correspondante à Caracas. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments. On reviendra vers vous évidemment tout au long de cette journée. Alice qui a été réveillée en pleine nuit par les frappes américaines sur la capitale Caracas. Je reviens vers vous, Eduardo Rios, qui est avec nous. Vous êtes, je le rappelle, docteur en sciences politiques à Sciences Po Paris, spécialiste du Venezuela. Il faut qu'on rappelle aussi le contexte économique de ce pays, cette grande puissance qui n'en est plus une, dont l'économie s'est complètement effondrée malgré le potentiel que revêt ces terres, cette population qui a fui aussi en nombre, des millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays. Donc c'est vrai que quand on pose la question de la succession, il y a beaucoup d'inconnus en fait qui s'y associent. Alors, je pense qu'il faut voir la question de la succession d'un point de vue constitutionnel et d'un point de vue politique. D'un point de vue constitutionnel, c'est vrai, Delcy est en première ligne, c'est-à-dire la vice-présidente, celle qui a demandé des preuves de vie de Maduro, est en première ligne. Après, ce serait son frère, très clairement. Maintenant, d'un point de vue politique, ce qui vient de se passer, c'est que la figure consensuelle dans le chavisme, consensuelle parce qu'elle avait été nommée par Chavez, a été enlevée du jeu politique. Pour l'instant, il n'y a pas de figure consensuelle. Il n'y a personne qui a levé la main et qui a dit « je vais prendre le pouvoir et je serai le prochain président ». Delcy, la déclaration de la vice-présidente a été de dire « je ne suis pas sûr s'il est mort ou pas, tant qu'il n'est pas mort, je ne prends pas le pouvoir ». C'est-à-dire, la succession dépend de deux choses. Est-ce que le chavisme va rester uni derrière une figure qui ne fait pas consensus? Deuxièmement, est-ce que s'il est uni, il arrive à donner une réponse politique qui le fasse survivre ou une réponse politique qui le permette de négocier avec le gouvernement? Sinon, l'autre possibilité, c'est que le chavisme ne survive pas, s'écroule et la seule personne qui pourrait prendre le pouvoir, vu qu'il a un peu la légitimité par le vote, c'est l'opposition. Mais les scénarios sont ça, une union du chavisme, un écroulement du chavisme. Si le chavisme s'unit, c'est soit pour rester au pouvoir, soit pour négocier une transition. Si l'opposition prend le pouvoir, c'est parce que le chavisme s'est écroulé. Je pense que nous sommes là dans une situation qui est très fluide, qui est très compliqué à analyser. Et pour l'instant, savoir à qui la situation bénéficie, qui en profite, qui peut gouverner, etc., est extrêmement osé. Pour l'instant, je vais m'arrêter sur ce point très important. Pour l'instant, la personne qui va gouverner le Venezuela avec beaucoup de gens qui ont eu une formation politique d'administrateur d'État dans le chavisme, parce que le chavisme a gouverné pendant 20 ans. Et peu importe si l'opposition a un groupe de cadres à mettre au pouvoir immédiatement ou pas,
ça serait la continuité du gouvernement vénézuélien va devoir être assurée par des gens qui ont opéré sous des gouvernements chavistes pendant 20 ans. Et ça va, c'est sur le court terme, peu importe si c'est l'opposition qui prend le dessus, le chavisme divisé ou uni. Je pense qu'il faut arrêter de se poser la question de savoir si on peut, mais de savoir que le gouvernement au Venezuela va continuer à opérer, mais le gouvernement au Venezuela va continuer à opérer dans des conditions qui sont extrêmement difficiles d'analyser maintenant parce que rien vraiment n'est clair. Eduardo Rios, on a entendu très rapidement, évidemment il y a eu des commentaires très, très rapidement après ces frappes américaines, des condamnations de l'Iran, de la Colombie, de la Russie. J'y reviendrai plus tard avec vous, Gauthier Rybinski notamment. Mais il y a aussi les Européens qui se sont rapidement exprimés. Que craignent les Européens? L'Espagne s'est proposée comme médiateur. Que pourrait-il faire? Vous venez de le dire, la situation est extrêmement confuse. Comment l'Espagne pourrait jouer un rôle de médiateur dans cette crise qui vient de s'ouvrir avec la chute du régime Maduro? Si vous pensez que l'Espagne est un médiateur bizarre, la Norvège en a été un très bon. Donc je pense que les médiateurs sont tous bienvenus. Comment pourrait l'Espagne jouer le rôle? Je pense que c'est en aidant le transfert de pouvoir pacifique entre une personne et une autre. Le Venezuela n'a pas le risque libyen, ne court pas le risque libyen ou irakien, c'est-à-dire on est arrivé, quelqu'un a pris le pouvoir et l'État s'est défait en guerre entre groupes ethniques. Ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à voir au Venezuela. Le Venezuela n'a pas le risque irakien et afghan, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire quelqu'un prend le pouvoir, l'État ne s'établit jamais et du coup le chavisme reprend le pouvoir. Je pense que pour l'instant on est dans une situation où la grande peur c'est qu'il y ait beaucoup de morts dans un moment de transition politique très tendu. Et c'est ça que pourrait faire l'Espagne, c'est pourrait asseoir les gens sur la table et dire on va éviter le nombre de morts et on va commencer à négocier les conditions d'une transition politique qui peuvent être par exemple la tenue de nouvelles élections, l'acceptation des vieilles élections, la tenue de nouvelles élections avec différentes personnes, la tenue de vieilles élections, l'établissement d'un gouvernement de transition chapeauté par certains militaires. Les options sont multiples. Je pense par contre que, et ça il faut le dire, pour l'instant, ni la Russie ni la Chine ni l'Iran ont mis des armes qui marchent et qui ont aidé le gouvernement Maduro à survivre. Je ne pense pas que là, ils vont commencer à intervenir militairement pour aider le chavisme. Là, la situation ne va pas créer une crise cubaine des missiles, comme dans les années 60. Elle va créer une nouvelle condition, un nouveau scénario, un nouveau consensus, une nouvelle structure pour permettre aux acteurs en place de prendre le pouvoir. Soit le chavisme, je pense que c'est très, très, très improbable à ce point-là, mais mettons-le dans l'équation, soit un moment de transition, soit l'opposition. L'opposition va vraisemblablement pas prendre le pouvoir dans le très, très court terme. Je vous remercie beaucoup, Eduardo Rios, d'avoir été avec nous. On va